Euh, Nous attendons une dizaine de participants, je crois que tu m'as dit, Christophe. Oh, il y a 19 inscrits, 18 ou 19 inscrits. Ah, ça s'est encore chargé depuis la dernière Oui, fois. alors tu sais, il y a peut-être des gens qui vont pas venir, hein, ça arrive. Mais Voilà. Alors, on est très content d'accueillir Jean, dont vous pouvez admirer le beau profil gauche en photo. Donc, vous savez peut-être que Jean est un Normand, puisque maintenant on ne va plus faire de différence entre vos deux sous-régions. La guerre entre la Haute et la Basse Normandie a été enterrée sous la Seine quelque part, on va dire. Et donc, moi, je suis super content qu'on fasse ce webinaire avec Jean. Christophe, je crois que tu voulais resituer ce qu'on va faire maintenant là dans le cadre de ce qui va se passer dans la région ce mois-ci au mois de mars. bonjour à toutes et à tous. Alors resituer ou en tout cas vous donner quelques précisions sur ce qui va se passer fin mars. Alors les événements politiques font que j'ai pas pu donner plus de lisibilité en fait jusqu'à maintenant, mais du coup ça se presse un petit peu au portillon pour vous dire que on a trois événements en fait où Communautique sera à la fin du mois et auxquels vous pouvez participer évidemment. Le premier qui est le 24 mars où on a un stand en fait au printemps Agile. Donc je vais pas raconter ce que c'est que le printemps agile, mais vous irez voir sur le site. J'ai mis de l'info déjà sur Communautique là-dessus. Voilà, puisqu'en fait on souhaite absolument promouvoir les méthodes de l'agilité notamment dans la formation et aussi dans les dossiers que vous pouvez, dans les projets que vous pouvez mener. Ça, c'est la première chose. Le 25 mars, donc c'est-à-dire le vendredi, le jour d'après, je vais vous proposer, comme l'an dernier, comme l'année d'avant, de vous emmener à Laval Virtual si ça vous intéresse. Et puis, alors surtout, le 29 et 30 mars, on réédite les JIPN, c'est-à-dire les Journées d'innovation pédagogique normande, qu'on avait fait l'an dernier avec l'université les 7 et 8 juillet, donc qui auront lieu les 29 et 30 mars. Donc le 29 mars, plutôt quelque chose de descendant à partir de... Alors ça se passera à l'université Caen 1, dans l'amphidore, donc qui est un immense amphi sur lequel on aura des gens comme Marcel Lebrun qui vont intervenir autour d'un sujet. Le sujet principal sera l'évaluation, le positionnement à l'ère du numérique, mais on aura aussi des petites pratiques pédagogiques, etc. Tout au long de la journée, des tables rondes. Donc je vais vous envoyer le programme d'ici le courant de la semaine, et puis je vais en appeler certains d'entre vous certainement pour vous demander soit, je dirais, de participer, soit de me donner des billes sur ce que vous faites aujourd'hui. Et puis le 30 mars, on aura des ateliers comme on avait eu aussi l'an dernier. On aura on aura des ateliers sur Moodle animés par le CEMU. Donc le 30 mars aura lieu au CEMU, donc le CEMU qui est à If. Et puis là, je suis en train de monter des ateliers plutôt sur la réalité virtuelle, réalité augmentée avec des espaces publics numériques, plutôt sur comment est-ce qu'on crée une appli mobile, des petites choses comme ça. Voilà. Alors je suis pas sûr que ça resitue ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un peu un démarrage je dirais peut-être d'un futur groupe de travail, peut-être d'autres actions, mais je trouve que c'est intéressant qu'on s'intéresse, qu'on se dise tiens, le formel et l'informel, les ressources, les MOOC, etc. dans des parcours de formation, quid aujourd'hui. Voilà, Moi, je te merci. donne une À information, toi Jacques. Christophe. On avait imaginé faire au mois de mars un autre webinaire que l'on avait en tout cas repéré par rapport aux Journées du FOD de Saint-Brieuc. Donc, je te confirme que je suis en contact avec Xavier Charles, que je devais avoir ce matin, Très et que je n'ai bien. pas réussi à joindre. Et donc, autour du 15 mars, je te propose de programmer un webinaire sur Twitter, une communauté pour apprendre, fondée sur la communauté Digital, donc qui a été mise en place chez RGDF, donc Réseau Gaz de France. Voilà, on en Donc, reparle. donc retenez la date autour du 15 mars. On va vous Désolé, proposer ça très vite je voudrais que aussi. cette fois-ci, voilà. Bon, ben Jean, écoute, excuse-nous de cette petite longueur de démarrage. Je te donne la main. On a ton diaporama et à toi de jouer pour nous parler donc des ressources, des MOOC et des parcours de formation. Peut-être que tu peux nous raconter comment tu t'es intéressé à ce sujet-là, toi, pour commencer.
Moi, ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse à cette question des ressources pour la formation des adultes. Aujourd'hui, on parle de formation multimodale, mais on est bien dans la continuité et cette question est une question clé, une question qui est de plus en plus prégnante. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous m'autorisez, je vais essayer de vous dire pourquoi cette question des ressources associées au parcours de formation multimodale est une question qui va être une question clé. Juste, mon prénom c'est Jean, mon nom c'est Van der Spelden. Comme vous le voyez en haut à droite, hein, je suis belge normand. Et donc on a travaillé sur la réunification de la Normandie et vive la Normandie libre. On est ensemble de 13 heures à 14 heures et donc avec Jacques on a préparé un diaporama qui nous servira de fil conducteur. Mais si vous avez des questions, je vais privilégier les questions, les réactions pour qu'on puisse tirer parti de cet échange autour de la question clé des ressources. Alors, pour me présenter hein, très rapidement, voici un nuage de tags. Juste pour vous dire que je travaille sur les ressources depuis 30 ans, à travers deux territoires privilégiés. D'abord le territoire des APP, hein, les ateliers de pédagogie PTZ, et ensuite le territoire de la FOAD plus généralement, puisque j'ai eu la chance de travailler pendant quelques années au sein du cabinet conseil Algora, à l'époque où Algora travaillait, et j'ai eu l'occasion de croiser certains d'entre vous que je salue ici parmi les gens qui sont en direct, mais je salue aussi les gens qui seront en différé et qui auront la possibilité de voir cette conférence en différé grâce à l'enregistrement que Jacques a lancé. Attends Voilà, et s'il donc te plaît, Jean, 2 secondes. Il y a un commentaire sur le son. Moi, je t'entends bien, mais apparemment, Valérie, pas trop. Est-ce qu'on peut avoir un retour vite fait de tout le monde là? Vous notez sur 5 la qualité du son que vous avez. Peut-être que d'ailleurs Christophe peut couper son micro parce qu'on avait des petits bruits parasites qui pouvaient être gênés. Merci. 2. Ah oui, c'est pas terrible. Donc, Jean, est-ce que tu peux essayer de monter un peu ton microphone? alors je vais dans l'icône Ouais, sur le microphone. microphone, t'as un réglage du volume, si tu peux le mettre un peu plus fort. Alors pas trop parce qu'après ça va peut-être saturer. Moi je t'entends bien, mais bon, 3, 1, 2, 3, oui, vive la Normandie. c'est un peu plus fort. La Ok. Normandie. C'est mieux là comme ça? 2 Ouais, sur 5, pour moi 4 c'est sur plus 5, fort, mais on va laisser les et c'est participants. bon pour Annabelle, c'est bon pour Christophe, c'est bon pour Valérie. Voilà, c'est mieux. Donc voilà. Donc Jacques, première question. Je te laisse la poser. Ah, je sais lire, donc je vais pouvoir te demander. Alors cette question des ressources, elle est effectivement, on en parle de plus en plus, mais comment toi tu expliques qu'il y a une montée sur la question des ressources? En fait, on est en train de vivre grâce ou à cause, hein, je ne sais pas, de l'impact du numérique et d'une nouvelle donne, une nouvelle donne qu'on peut illustrer de différentes manières. Mais il y a quelques jours, je me promenais à Rouen, hein, l'une des grandes villes de la Normandie, et je suis tombé sur cette affiche. Les bibliothèques proposent des cours gratuits en ligne pour ses adhérents. Et donc le numérique crée de la porosité, le fait que les ressources soient disponibles et accessibles crée une forme de porosité dans les métiers, dans les actions, etc. Et aujourd'hui, nous, organismes de formation, on est quelque part mis en concurrence avec d'autres acteurs comme les bibliothèques. C'est une concurrence qui me paraît positive et saine, hein. Plus les gens vont se former, mieux ça vaudra. Mais si aujourd'hui les bibliothèques peuvent proposer des cours en ligne, c'est parce qu'il y a des ressources qui sont disponibles. Elles ne l'étaient pas il y a encore très longtemps, ou elles l'étaient, mais à des tarifs élevés, dans des conditions d'abonnement difficiles. Et aujourd'hui, avec le déploiement du nombre d'écrans qui surgissent partout, et en particulier cet écran-là, le numérique est en train de changer la donne. Donc c'est un premier clin d'œil hein, pour montrer que, en fait, on est confronté à une nouvelle donne, et cette nouvelle donne m'amène à dire qu'on va quitter la formation pour aller vers d'autres organisations. Le fait que on passe de l'écran du tableau à la tablette, hein, petit clin d'œil. Le tableau est inscrit est accroché dans une salle, alors que la tablette elle est mobile. Le fait d'avoir la possibilité d'accéder à des ressources mobiles, eh ben change la donne, change la donne en termes d'organisation, mais aussi en termes de comportement des apprenants. Et donc on va quitter le monde de la formation qui consistait de manière un petit peu caricaturale à transmettre un contenu. Former, c'était enseigner. Alors, ça reste d'actualité, mais ça va être partagé avec un autre concept.
où former va être accompagné. On va être plus seulement dans la logique de lieu, mais dans la logique d'espace-temps. Donc l'apprenant sera confronté à la ressource dans le lieu, certes, mais l'apprenant sera aussi de plus en plus confronté à la ressource dans l'espace-temps, sans la présence continue du formateur. Et donc ça va changer pour nous la donne, c'est-à-dire que nos métiers vont passer d'une logique de transmission de contenu à une logique d'accompagnement, parce que la ressource sera de plus en plus facile d'accès pour l'apprenant, et que avant on avait le monopole du passage à la ressource, et que ce monopole on est en train de le perdre, et donc ça change notre posture. Et donc c'est une conséquence extrêmement importante, hein, c'est ce que Philippe Carré appelle le concept d'apprenance, où c'est plus le stagiaire qui va s'adapter à notre offre de stage, à notre offre de formation, mais c'est nous, acteurs du savoir, qui allons construire des parcours en multimodalité, vous m'avez compris, pour s'adapter aux nouveaux comportements des apprenants. Voilà donc un élément de la nouvelle donne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions Est-ce que dans le chat Un petit peu vite dans des concepts que tu maîtrises très bien. Est-ce que tu peux reprendre le mot porosité que tu as utilisé tout à l'heure? Pourquoi tu utilises ce mot-là? Porosité, parce qu'avant, pour se former, par exemple, je devais impérativement aller dans un lieu. Voilà. Maintenant, pour me former, je n'ai pas l'obligation d'aller dans un lieu. Et donc, les MOOC dont on va parler est une parfaite illustration du fait qu'il y a de la porosité, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'être dans un lieu pour apprendre. Autre porosité, avant, c'était... Attends, tu vas un peu vite. Il y avait quand même, il y a toujours eu des capacités d'apprentissage où on regardait l'autre faire, même si ça revient beaucoup plus tôt aujourd'hui en avant maintenant, l'apprentissage sur le terrain, ça a toujours existé quand même. Oui, oui. Alors, c'est une nouvelle donne qui redistribue des situations d'apprentissage, mais dans ces situations d'apprentissage, les situations formelles étaient quand même très prégnantes, très dominantes, et on avait un diplôme si on était assis au banc de la faculté, très clairement. Même si on sait tous, nous, qu'on n'apprend pas que devant un banc d'université, mais ce modèle-là est rééclairé par le fait que on n'a plus besoin d'aller dans un lieu. Autre illustration de la porosité, avant c'était les organismes de formation qui formaient, aujourd'hui les bibliothèques sont en mesure de former aussi en proposant des cours gratuits. Alors cette porosité ouvre des opportunités, elle présente aussi des risques. Si on pousse le bouchon de la porosité, on va tomber sur l'ubérisation, mais c'est pas trop le sujet. Mais si on pousse le bouchon très loin de la porosité, on tombe sur l'ubérisation des services et peut-être un jour de la formation. Parce Est-ce que j'ai répondu, ce dont Jacques? tu parles, oui, 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 tout à fait, c'est bien. Et d'ailleurs, apparemment, on a des échos dans les participants comme quoi c'est clair. Et en particulier, parce que tu l'as dit, mais il faut peut-être le redire un peu fort, ce sont des ressources qui sont gratuites. Alors, des ressources qui sont plus ou moins gratuites, qui sont plus ou moins libres. Effectivement, Internet porte la notion de gratuité. Elle le porte pour le meilleur et pour le meilleur. On va rester optimiste mais lucide. Mais cette gratuité pour nous, opérateurs du savoir, pour nous, membres des équipes pédagogiques, n'est pas sans poser problème. Si c'est gratuit, où est la plus-value, où est le produit? Je pense que cette gratuité réinterroge sur notre métier. Je pense que la plus-value ne sera plus trop dans la ressource, mais sera plus dans notre capacité à intégrer et accompagner l'usage de la ressource. Donc, plus c'est gratuit, et plus la plus-value n'est pas dans la ressource, mais dans la capacité qu'on aura, nous, à intégrer la ressource et à l'accompagner. Okay. Voilà, donc ça c'était voilà, donc on est dans des nouveaux écosystèmes d'apprentissage. Hein, si je renvoie aux travaux de Denis Christol, la notion d'écosystème d'apprentissage me paraît être quelque chose de très important. Et écosystème d'apprentissage, ça résonne bien avec la multimodalité. Voilà, donc alors justement entre formation et apprenance, l'hypothèse que je fais, c'est que la transition va être lente et progressive. Et que cette progression va se faire en développant les formations ouvertes à distance. Donc on va pas quitter le champ de la formation. Attends, la formation va rester. Je vois que Christophe a noté Denis Christol, on peut peut-être en dire deux mots. Denis, c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans le Landerneau de la formation. Il a un doctorat qu'il a travaillé avec Philippe Carré, il a écrit plusieurs bouquins. Tu peux peut-être en citer un ou deux, j'ai pas les titres en tête.
Ben voilà, ça va être mieux que ça, elle va vous les montrer. Donc Denis Christol aujourd'hui est directeur au CNFPT, les communautés d'apprentissage. Il se fait connaître actuellement par une initiative dont tu fais partie, Jean, qui est le réseau pour apprendre, c'est ça? Oui, Denis a monté un cercle d'apprentissage dont j'aurai l'occasion de parler. Hein. C'est l'une des ressources mobilisage. On peut mobiliser les MOOC, mais on va pouvoir aussi mobiliser les cercles d'apprentissage. Il a monté un cercle d'apprentissage international francophone, Suisse, France, Belgique, Québec, et j'ai la chance d'être le facilitateur normand de ce cercle. Et ce cercle, c'est une nouvelle manière d'apprendre. C'est pour moi le premier dispositif informel de formation. Alors ça peut paraître paradoxal, hein, un oxymore. Dispositif informel d'apprentissage. Et on aura une journée de regroupement à Paris le 9 avril où on va tirer les conclusions de ce travail qui résulte un petit peu de cette nouvelle modalité que sont les communautés d'apprentissage. Mais C'est un bouquin où il raconte son périple au Canada qui a été un peu l'étincelle qui lui a donné l'idée de créer ce truc-là, c'est ça? c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Hein. Donc, mais quand je parle à mes collègues normands et quand je parle aux membres de Communautique, la notion de communauté d'apprentissage est déjà mise en œuvre et c'est super. À ma connaissance, il y a peu de régions qui ont mis en place des comités de formateurs. Je connais que la Bourgogne et que la Normandie qui ont mis en place de manière suivie et organisée des comités d'apprentissage. Donc je fais un clin d'œil à nos collègues de Bourgogne et un clin d'œil à nos collègues normands. Je pense que la qualité passe aussi par cette compétence collective autour des communautés. Voilà, donc formation apprenance, on va déclarer notre flamme à la formation à distance. C'est important parce que derrière il y a un décret, et ce décret d'août 2014 va nous sécuriser de la manière dont on va mobiliser des ressources dans des parcours de formation où l'apprenant va agir sans la présence continue du formateur, ce qui est absent une révolution. Ce décret est extrêmement important, donc on passe de la formation à l'apprenance dans un contexte où on a un nouveau cadre légal, et ce cadre légal va nous enlever une grosse épine du pied et va nous permettre de mieux mobiliser les ressources en ligne, gratuites ou pas gratuites, libres ou pas libres, pour structurer, animer et diversifier les déroulements des parcours de formation multimodal. Est-ce que je peux faire remarquer un certain optimisme? Oui, oui. Écoute, si nous acteurs du savoir, on n'est pas optimiste, on n'a plus qu'à plier nos gaules. Je suis optimiste et lucide, Jacques. Ça fait 30 ans que je travaille dans le secteur. J'ai vécu heures et malheurs, bonheur et malheur, mais je reste optimiste parce que, comme Michel Serres, si nous on s'adapte pas à la nouvelle donne, je pense que les apprenants sont déjà organisés pour apprendre différemment. Et on va arriver tranquillement dans cette webconférence au MOOC. Les MOOC sont pour moi un magnifique exemple de la reconnaissance de la liberté d'apprendre des adultes. Et cette liberté renvoie de la responsabilité. Et donc, si on est capable, nous, de notre côté, de faire des parcours sympas, fun, diversifiés, eh ben, les adultes iront apprendre ailleurs que chez nous. Moi, j'en suis à mon 6e MOOC. Hein. J'ai commencé cette semaine le Wikimook, qui est génial. Et donc, on a plein de possibilités. Donc, optimiste, oui, parce que une grande partie des apprenants, ayant une culture et une pratique du numérique, peuvent aujourd'hui apprendre différemment. Alors quand je parlais d'optimisme, c'est parce que dans le landerneau du FOD, où on se rencontre avec Jean, on a quelques inquiétudes sur la mise en œuvre de cette nouvelle loi, mais en même temps, je pense que ce que vient de dire Jean peut être assez partagé dans le sens où ce n'est pas forcément à la loi d'être créatrice d'innovation en matière pédagogique, et je partagerai assez volontiers ce que tu viens de dire dans le sens où c'est à nous les acteurs de prendre en main les espaces qui se sont libérés et puis d'aller se bagarrer avec les résistances financières, institutionnelles auxquelles on est hélas un peu habitué. Oui, Jacques, tu as raison de rappeler que si nous, acteurs de l'information, on est au clair sur les champs d'innovation qui se présentent devant nous. Pour nos partenaires financeurs, je pense en particulier aux OBCA, aux branches professionnelles, aux OPACIF, à la GFIP, à Pôle emploi, mais aussi aux conseils régionaux.
c'est peut-être plus compliqué parce que le modèle de formation multimodale n'est pas encore retenu par tous comme étant la référence. Mais justement, donc le logo là que j'ai tiré, c'est l'université de Toulouse, hein, donc je rends à César ce qui appartient à César. Juste pour dire qu'en fait, pour moi, très clairement, FOAD égale formation multimodale. Donc quand je parle à quelqu'un qui ne connaît pas la pédagogie, je parle de formation multimodale, parce que derrière il y a le transport multimodal, il y a l'énergie multimodale, et ça parle tout seul. Donc je remercie les collègues normands d'avoir mis en avant cette logique de formation multimodale. Mais j'associe toujours formation multimodale à FOAD, parce que dans le décret, on parle de formation ouverte à distance, et on ne parle pas de formation multimodale. Mais c'est exactement la même chose. C'est de la diversité, présence et distance, individuel et collectif, en ligne et dans un centre de ressources, synchrone et asynchrone, global et local. Je répète, global et local. Global et local. Et c'est dans cette logique-là de globalité et de localisation que la question des ressources va être de plus en plus prégnante. Je pense que nous, acteurs locaux, on va devoir travailler sur l'intégration des ressources qui seront de plus en plus développées au niveau global. Je pense à des ressources développées par Fun, des ressources développées par Online Format Pro, des ressources développées par Cross Knowledge, des ressources développées par la Segos ou la Demos, qui sont des ressources globales qui doivent être intégrées localement. Dans un centre de ressources. Voilà, sur le centre de ressources, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu entends par là? Eh bien, la multimodalité, c'est une alliance de différentes situations, et plus les situations seront diversifiées et coordonnées, et plus l'apprenant sera motivé pour dérouler sur son parcours. Et donc, on a bien vu les limites du e-learning pur et dur, et aujourd'hui, on fait des formations hybrides qui associent des formations en ligne et qui permettent à des apprenants de venir poursuivre leur formation en ligne dans un centre de ressources, avec les interactions des pairs en présentiel, mais aussi l'accompagnement d'un animateur de centre de ressources qui va donner une dimension humaine, une dimension émotionnelle, une dimension de partage qu'on n'a pas forcément seul derrière son écran. Et donc voilà. Donc pour moi, la multimodalité, c'est notre intelligence qui va nous permettre, avec notre expertise, de construire des parcours qui vont aussi intégrer quelque chose qui me paraît fondamental dans la réforme et qui va à elle seule nous obliger à réfléchir sur la question de la ressource. C'est-à-dire que pour moi, un parcours de formation, quel que soit le niveau de formation, quelle que soit l'activité, quel que soit le contenu, ne peut pas ne pas faire l'alliance entre formation et auto-formation accompagnée. Et vous avez vu hein, que j'ai mis en gros le accompagné. Un parcours de formation ne peut se faire que s'il y a formation et auto-formation. D'ailleurs, il n'y a pas de formation s'il n'y a pas d'auto-formation. Hein. On apprend toujours seul, mais toujours avec les autres. Cette notion d'auto-formation est capitale. Et il faut donc qu'on puisse trouver les ressources qui alimentent, qui nourrissent et qui donnent du sens à ces activités d'auto-formation accompagnée. Alors, Sabine, sauf que la région ne le reconnaît pas. Oui, on est confronté au fait que cette notion de multimodalité, hein, le décret de la FOAD qui dit noir sur blanc, oui, un adulte peut apprendre sans la présence continue de son formateur, est une véritable révolution. Et c'est nous qui allons devoir convaincre les financeurs, les politiques, que le modèle scolaire est dépassé, on le sait depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui on a un cadre légal qui va nous permettre de mobiliser des ressources présentielles et distantes pour que effectivement on puisse intégrer dans un parcours de formation des temps dans un centre de ressources sous la liberté et la responsabilité des apprenants. C'est-à-dire que le décret de la FOAD nous fait quitter le concept de présence pour aller sur un nouveau concept qui est fondamental, qui est le concept d'assiduité. Voilà. Donc, je sais pas, Sabine, si j'ai répondu à... Moi, par exemple, comment ça me parle à moi. Je trouve que, par exemple, une chose que tu dis pas peut-être assez dans cet écran-là, c'est aussi peut-être la possibilité d'apprendre et de travailler en même temps. Ça, c'est un vieux rêve que l'on a souvent imaginé, mais dans les modalités possibles, il y a aussi celle-là. Learning by doing. Oui, j'ai pas la prétention dans le peu de temps qui m'est accordé là sur cette question-là de traiter toutes les questions, mais effectivement, dans les nouveaux lieux d'apprentissage, il y a encore plus fortement le lieu de travail, hein, avec un tuteur,
Voilà, donc en fait, c'est pas des lieux de formation, mais c'est des lieux de développement de compétences, hein, si je reprends le terme de la loi. C'est-à-dire que, et nous comptons sur vous pour intégrer cette notion de centre de ressources dans la MM. Multimodal. MM, c'est multimodalité. Bah, entre Normands, on va s'aider. Hein, on va s'aider, et donc il n'y a pas de souci, mais je pense que le Communautique, la série des webconférences et les journées d'innovation pédagogique contribuent à éclairer ces évolutions qui sont des évolutions fondamentales, parce que Michel Serres le dit très bien, hein, les apprenants, eux, n'attendent pas le nouveau cadre légal, le nouveau cadre pédagogique. Un apprenant adulte motivé, il va apprendre avec des tutos, il va apprendre avec des MOOC, il va apprendre avec des sites, mais il va aussi apprendre avec nous. Voilà, c'est ce que je souhaite dire haut et fort, mais dans une logique de rupture d'unité de temps, de lieu et d'action, avec des ressources et des médiations distantes de plus en plus. Voilà, le dernier point introductif avant de rentrer dans le vif du sujet des ressources et des MOOC, c'est de rappeler notre métier, et notre métier, c'est de l'ingénierie pédagogique. Et notre ingénierie pédagogique, c'est notre plus-value, c'est notre savoir-faire. C'est nous qui allons donner du sens à la progression dans les parcours. Et pour illustrer cette notion d'ingénierie pédagogique qui est notre cœur de métier, qui est notre plus-value, et ce que ne fera jamais une bibliothèque, ne fera jamais un opérateur à distance, c'est de créer du contexte avec des plus-values en termes d'accompagnement. Et je reprends là le travail qu'a fait Anna Vetter, de la typologie qui a été faite dans le contexte universitaire avec l'appui d'Algora, où on a les 5 situations, hein, présentiel enrichi, présentiel augmenté, présentiel allégé, présentiel réduit et présentiel inexistant. Et c'est dans cette typologie, me semble-t-il, que notre réflexion sur l'intégration et l'usage des ressources peut prendre sens. C'est-à-dire que si on n'a pas construit une ingénierie pédagogique, tout le travail qu'on va voir juste après là sur les ressources n'a, de mon point de vue, pas trop de sens. Est-ce que c'est clair sur les points introductifs que j'ai développés? Donc, nouvelle donne. Je comprends la réaction de Christophe, c'est de dire, et en plus il faut en parler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas garder ça pour nous, et effectivement être capable d'échanger sur ce qu'on est capable de faire sur le terrain, et effectivement avoir des retours d'expérience qui vont pouvoir dire, bah là ça a marché, et de petit pas en petit pas, peut-être qu'effectivement on arrivera à cet objectif que tu nous proposes. Oui, tout à fait. Hein. Communautique est un espace de recherche, mais aussi un espace de valorisation, un espace de communication. Comme le FFOD est un espace de réflexion, un espace de valorisation, un espace de communication. Et il y a du travail, hein, parce que le référent culturel des décideurs, c'est le modèle scolaire. C'est-à-dire un adulte apprend quand il est dans un lieu face à un formateur et qui signe une feuille de présence. Et ça, c'est le modèle prégnant de tous les décideurs, sauf exception. Et nous, on leur dit, bah non, aujourd'hui un adulte, avec l'environnement numérique qu'il a autour de lui, avec les nouveaux comportements, avec l'approche communautaire, avec les approches collaboratives, il va apprendre de 1000 façons différentes, dont bien sûr toujours les formations traditionnelles. C'est-à-dire que je ne suis pas à dire que les formations traditionnelles vont disparaître, mais ce que je dis haut et fort en tant que consultant indépendant membre du FFOD, c'est de dire qu'un parcours de formation d'adulte ne peut pas se réduire à que du présentiel. Voilà. De mon point de vue, c'est clair, c'est net. Si on fait ça, on prive l'apprenant de sa liberté d'apprendre. Et c'est grave, me semble-t-il. Ok, on avance? On avance. Voilà. Donc ça, c'était les précautions d'usage. Et les précautions d'usage, deuxième question, Jacques. Eh bien, fais-nous faire un petit tour au pays des ressources, des REL, comme on dit quelquefois. Il y avait eu une demi-journée du FOD sur ce sujet-là. Tout à fait. Donc les ressources éducatives libres, c'est ça? Voilà. Ouais. Voilà. Alors éducative, moi ça me gêne toujours un peu parce que éducative ça fait éducation, ça renvoie un peu à la formation initiale. Et moi, 30 ans après avoir démarré ma carrière en Normandie, hein, je pense que la dynamique formation initiale et la dynamique formation continue sont deux dynamiques qui ne résonnent pas l'une avec l'autre. Donc moi je pense qu'en formation continue, on a d'autres fondamentaux. Alors, on recoupe en partie avec la formation initiale, mais on a quand même d'autres fondamentaux. Alors, petit clin d'œil pour dire, bah,
Si je fais le bilan de aujourd'hui en tant qu'acteur du savoir, de quelles ressources je dispose. Alors, je dispose des ressources que je suis capable de produire. Voilà, donc ça c'est un premier point. Mais je fais l'hypothèse que on va de moins en moins produire ces ressources. On va de plus en plus mobiliser des ressources qui ont été faites ailleurs. Et elles ne seront jamais parfaites, donc on va devoir travailler sur leurs conditions d'intégration. Et parce que au-delà du e-learning, on a aujourd'hui des techniques distancielles qui nous permettent de rapatrier de plus en plus finement, de plus en plus intelligemment, des ressources qu'on n'a pas conçues au profit de l'apprenant, au profit du déroulement du parcours de l'apprenant. Alors, si je pense que les équipes pédagogiques vont de moins en moins produire de ressources, ça ne veut pas dire que dans certains cas, dans des situations d'expertise précises, il serait intéressant que l'équipe pédagogique d'un organisme, un l'AFPA, le CNAM, un Greta, un APP, une chambre de commerce, un CFA ou autre, ait une expertise pour produire quelques ressources sur quelques sujets qui sont importants. Mais d'une manière générale, je t'arrête 2 minutes, mais on peut dire que l'exemple de ce qui se passe avec le MOOC cuisine de l'AFPA est quand même assez spectaculaire. Là, comment tu réagis à ce qui est en train de se passer? 45 000 inscrits, paraît-il, nous raconte Loïc, qui est un peu derrière l'organisation de ce travail. Loïc, membre du Forum français pour les formations à distance, oui, bah c'est bien la parfaite illustration de cette liberté d'apprendre et de cette envie d'apprendre que chaque adulte a. C'est-à-dire que si le contexte est favorable, si on donne les opportunités, si les choses sont bien construites et qu'il y a un accès facilitant, alors oui, les adultes ont envie de se former et envie de se former sur des sujets extrêmement différents. Là. Avec les MOOC ou sur les MOOC, pour moi, les MOOC, c'est une ressource qui est en train d'enrichir le paysage des formations vers distance. Les MOOC à elles seules ne vont pas révolutionner le paysage de la formation vers distance, mais de mon point de vue, les MOOC ont fait quelque chose de fondamental que je n'espérais plus dans ma jeune carrière. Je me demandais si j'allais partir à la retraite ou pas en ayant vu quelque chose de massif. C'est-à-dire qu'en France, on faisait des formations vers distance, mais plutôt qualitatives et peu quantitatives. Avec les MOOC, on a enfin du quantitatif. Hein. Et Jacques, rappelez combien d'inscrits au MOOC de l'AFPA? Je crois qu'ils sont à plus de 45 000. Ils arrivent tous les jours et je crois qu'on est en train de se dire que cette formation sur la cuisine qui a démarré il y a 15 jours a un tel succès, c'est qu'ils vont refaire un deuxième démarrage, ils vont repartir en semaine 1 pour rappeler ça. Donc c'est quand même, enfin, aucun des concepteurs de ce travail-là n'avait imaginé que ça avait un succès comme ça. Je voudrais donner un autre exemple qui a rien à voir, mais que je relisais en préparant notre webinaire. C'était tu commences à avoir chaud, c'est bien, t'es un peu moins enrhumé. La Normandie te soulage un peu. Le deuxième exemple auquel je pensais, c'est que je relisais dans Le Monde des articles qui avaient été faits par des profs de maths, ou pas que des professeurs de mathématiques d'ailleurs, qui réutilisaient les ressources de la Khan Academy pour faciliter le travail d'apprentissage des mathématiques, aussi bien pour des élèves qui sont des décrocheurs que ailleurs pour faire des classes inversées et du coup permettre à des participants d'aller voir une théorie avant de faire l'application et la compréhension et la mise en œuvre en classe. Oui, tout à fait. Hein. Le fait qu'on ait des ressources de plus en plus qualitatives et quantitatives ouvre des perspectives extrêmement intéressantes. Khan Academy, c'est pas un MOOC, mais ça ressemble à un MOOC. Sauf que bien se rappeler que Khan Academy, c'est pour des publics scolaires, hein. C'est pour des enfants et des adolescents. Donc moi, je suis toujours très attentif au fait que des ressources scolaires ont du mal à être intégrées dans les parcours de formation d'adultes. Alors, il y a quelques contre-exemples, mais c'est plutôt en termes de contre-exemples. Mais par contre, le fait que la Khan Academy donne au niveau mondial, dans différentes langues, avec des fondations qui traduisent, etc., est un formidable ouverture. Et j'espère qu'un jour, la Khan Academy va travailler aussi sur ces ressources localisées pour des adultes et pas pour des enfants ou des adolescents. Mathieu Cizel nous dit faites la MOOC et pas la Greg. Oui, très bien, parce que faites la MOOC et pas la Greg, c'est un appel au fait que l'apprentissage peut être formel et informel, c'est une autre forme de porosité, et avec les Massive Open Online Courses, on a aujourd'hui, à côté des ressources libres et gratuites, on
on est en droit de se poser des questions si nous, acteurs du savoir en Normandie, on n'a pas intérêt à réfléchir sur les conditions d'intégration d'un MOOC dans un parcours de formation. C'est ça en fait la question. Comme je peux intégrer des ressources en ligne sur un site, maintenant je peux être en mesure de dire l'exemple du MOOC gestion de projet de Rémi Bachelet à l'école centrale de Lille, qui en est à sa 7e édition, est un MOOC d'une qualité remarquable, et peut-être que dans certaines formations normandes, il serait plus intéressant d'intégrer le MOOC que de travailler sur la gestion de projet. Alors la gestion de projet, c'est vraiment quelque chose de transversal qu'on peut retrouver partout. Donc la question c'est, est-ce que je ne peux pas faire des choses que les autres font aussi bien? Alors j'ai parlé donc, on a parlé de l'AFPA pour les MOOC, on a parlé de l'école centrale de Lille, mais je voudrais parler aussi des universités, des écoles d'ingénieurs, et la France est avec différents opérateurs dont... De ce que tu fais toi à l'intérieur de MIP là, parce que je pense qu'une des questions c'est comment on s'y retrouve dans cet environnement où il y a quand même plein de choses disponibles. Alors on a notre métier change et notre métier va consister à intégrer des ressources et pas forcément à les faire. Et donc pour intégrer ces ressources, il faut déjà qu'on soit au clair sur le paysage des ressources dans le champ de la FOD. Mais pour être au clair sur ce paysage-là, il faut qu'on ait des repères et des indicateurs. Et parmi les repères, Jacques, tu cites MIP+, et je t'en remercie, mais je cite aussi Skoden, je cite TOT, je cite le site de l'Arifor, je cite EPAL, qui sont des ressources qui permettent aux équipes pédagogiques d'avoir des repères sur l'existant. L'existant va être de plus en plus développé, de plus en plus diversifié, etc. Donc on va y perdre notre latin si on n'est pas capable de disposer d'études qui nous donnent des repères sur quelles ressources existent et quel est leur point faible et leur point fort. Comment je vais pouvoir les intégrer. Alors si je reprends Skoden qui est en Bretagne, Skoden fait un travail remarquable sur les ressources Web 2.0, intégrables ou pas, en formation à distance. Plus tous les sites qui produisent des contenus pédagogiques avec les outils Web 2.0 et qui sont à disposition sous certaines conditions, pour que je puisse les intégrer ou pas dans le parcours. Parler des ressources libres et gratuites, c'est être très clair sur le fait que ce n'est pas parce qu'une ressource est en ligne que je peux automatiquement l'intégrer sans condition. Et c'est là où ça se complique. Alors moi je ne suis pas un spécialiste des questions des droits d'auteur et des droits d'usage, mais en tant que membre du FFOD, je suis activement les travaux pour dire que c'est pas parce qu'une ressource est en ligne que je peux automatiquement l'utiliser sans condition. Et donc c'est une vraie question que j'ai pas le temps de traiter, mais qui repose. Et qui du coup, paradoxalement, redonne du poids aux ressources payantes. Dans le tableau que vous avez sous les yeux, il y a donc 4 lignes. La première ligne est verte. Et pour reprendre les propos de Jacques, c'est la couleur de l'espérance. La première ligne est verte et donc elle s'adresse aux activités côté apprenant ou côté formateur ou au milieu formateur-apprenant. Donc grosso modo, on a 3 types de ressources. Alors ce que je dis est schématique, mais c'est pour poser des repères. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans un second temps. Ici à New York, il est 1h38, donc je vois le temps filer, mais c'est pas grave, on a peut-être le temps de passer. En tout cas, il y a des ressources pour que l'apprenant puisse se cultiver. Il y a des ressources pour que l'apprenant puisse s'informer. Et il y a des ressources pour que l'apprenant puisse se former. Des ressources gratuites, des ressources MOOC et des ressources payantes. À côté, il y a des ressources que je vais pouvoir mobiliser pour créer de l'interaction entre l'apprenant et le formateur, entre les communautés d'apprenants et les équipes pédagogiques, qui sont des outils extrêmement importants, des ressources d'échange, des ressources de communication, des ressources de valorisation, qui sont des éléments extrêmement importants pour structurer un parcours de formation multimodale. Et puis enfin, à la fin, dernière colonne, il y a les ressources pour les formateurs, pour que les formateurs puissent former. Et dans ces 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, je peux trouver des ressources libres ou gratuites, que j'appelle les ressources, des ressources MOOC, que j'appelle Digital Learning, et des ressources payantes, que j'appelle de type e-learning. Et j'ai construit cette matrice,
Et ayant construit cette matrice, j'ai essayé de projeter dans chacune des cases des exemples, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut que illustrer. Alors ce sont des exemples que moi j'ai tirés de mon activité de consultant, puisque je travaille sur différents territoires. Hein. Je travaille avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, et en particulier le réseau des fonds GESIF. Je travaille avec le CNFPT au niveau national, au niveau régional. Je travaille avec l'OCNED, je travaille avec le réseau des e-espaces métiers en Champagne-Ardenne, je travaille avec des Cariforef en région, je travaille avec des CFA, je travaille avec des APP, etc. Et trop. oui, le week-end, j'essaye de me reposer, et la nuit, j'essaye de dormir. Mais bon, quand on est consultant, soit on travaille trop, soit on travaille pas assez, jamais les deux. Voilà. Et donc, en tout cas, j'ai une diversité. Et étant consultant indépendant aujourd'hui, je peux dire ce que je pense, et je le dis d'autant plus facilement que je suis aussi membre de l'association Mi+, qui depuis 30 ans fait apporte un regard critique sur des ressources en ligne pour les adultes peu qualifiés. Mi+ est spécialisé sur les adultes peu qualifiés. Alors, Scoden, c'est Web 2.0, tout public, tout contenu. Mi+, c'est adultes peu qualifiés. TOT, c'est les ressources francophones au niveau mondial. Et je voudrais insister sur nos collègues de l'ARIFOR qui font un travail remarquable à travers la mise en place du réseau des e-espaces métiers. Et j'ai pas le temps de développer, mais l'ARIFOR a mis en place une veille sur les ressources libres et gratuites que les e-espaces métiers peuvent mobiliser. Et l'ARIFOR a mis en place, par exemple, un Pearl Trees, sur une actualisation des ressources libres et gratuites extrêmement bien structurées, extrêmement bien organisées, qui pourrait être pour nous, communautique, une première base pour construire notre propre base partagée des ressources libres et gratuites ou des ressources MOOC que je pourrais utiliser. Est-ce que sur cette matrice, les choses sont claires ou pas? En tout cas, Christophe te suit. Bon, il y en a au moins un qui suit. Est-ce que vous pouvez, dans le chat, me dire si c'est OK? Merci Valérie. Vous pouvez me faire plaisir, c'est vrai, mais vous pouvez dire aussi que je parle trop vite, que c'est pas clair, que je suis parti. Je salue Cyril au passage, voilà, donc OK. Est-ce que tu peux dire deux mots de tes voisins là, de Delia, qui partagent un peu tout ce que tu peux dire, et qui sont aussi des créateurs de ressources, mais plutôt dans un esprit communautaire, on peut dire, non? Alors tu parles de Dalia peut-être? Pardon, oui, Delia. Alors, Dalia, c'est autre chose. Alors, je vais partager un tableau. Alors, je vous prie par avance d'accepter mes excuses. Quelle différence êtes-vous entre s'informer et se cultiver? Eh ben, cultiver, c'est pour le fun, c'est pour le plaisir, c'est pour la culture, c'est pour la joie d'apprendre. Et là, je renvoie à des MOOC sur les impressionnistes, des MOOC sur Picasso, des MOOC sur Louis XIV. Hein, Pardon? Derrière ces MOOC dont tu parles, c'est Solerny, l'infrastructure du groupe Orange qui s'est fait connaître avec ça, et Christine Vaufray, qu'on avait fait venir à Caen aux Journées du Fun, qui est derrière. Hein. Tout ça, c'est un petit Remarquable. bien. Remarquable, avec un impact culturel mondial remarquable. Moi, j'ai suivi le MOOC sur les impressionnistes. Oui, j'ai apprendre par plaisir, apprendre. C'est important que on puisse aussi donner la possibilité à l'apprenant de se cultiver et d'apprendre par son propre plaisir. C'est ce que j'appelle moi les sites passion. Alors les sites passion, c'est nous qui les trouvons, mais on peut aussi très bien donner la main à l'apprenant pour que l'apprenant puisse travailler sur ces sites passion et qu'il puisse se valoriser à travers sa capacité à restituer un apprentissage à travers ces sites passion. Donc ça, c'est les sites pour se cultiver. Et puis à côté, il y a des sites MOOC pour s'informer. J'appelle les sites bonnes pratiques, les MOOC bonnes pratiques. Je pense par exemple à Emploi Store de Pôle Emploi, hein, qui est remarquable. Dans Emploi Store, il y a 4 MOOC. Ce sont des MOOC bonnes pratiques hein, pour trouver un emploi, pour sa mobilité, pour interagir, etc. Je pense à des MOOC comme par exemple 101 techniques de cuisine de l'AFPA,
qui est pour moi un MOOC de bonne pratique. Mais il y a aussi des bonnes pratiques sur la sécurité informatique faites par l'université, des MOOC bonnes pratiques sur les publics autistes, par exemple, comment je dois me comporter par rapport à des publics autistes, etc., etc. Il y a plein de MOOC. Donc la différence entre se cultiver et s'informer, cultiver, il y a une notion de plaisir qui est fondamentale. Et Marcel Lebrun parle de fun learning, et moi je me trouve totalement présent. Hein. S'il n'y a pas du fun quelque part, bah, c'est pas la peine de se former. Mais le fun learning ne suffit pas, il faut aussi pouvoir s'informer pour s'impliquer, pour développer des bonnes pratiques et avoir des repères. Qui n'est pas encore se former. Se former, c'est encore autre chose. Et donc, j'essaye de différencier. Annabelle, est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, j'étais en train de présenter mes excuses par avance, puisque je vais vous projeter un tableau qui est un... Pardon? qu'on n'a pas encore vu. Oui, mais c'est du teasing pédagogique, Jacques. Hein. C'est du teasing pédagogique. Un tableau que je fais, alors c'est pas la référence, c'est une première. Je ne vois donc plus la différence entre se former et s'informer. Oui, bah, il y a de plus en plus de porosité. Est-ce que je me forme, est-ce que je m'informe? C'est une vraie question. Et des fois, on n'a pas la réponse. Et des fois, il y a des parcours de formation où les apprenants passent du temps à s'informer. Et des fois, ils passent du temps à se former, mais la frontière n'est plus. Pourquoi le MOOC de l'AFPA n'est pas de la formation? Oui, c'est de la formation, mais c'est de la formation bonne pratique. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des catégories, et le numérique est en train de créer un ensemble dans lequel les choses évoluent. Alors, le tableau, le voici. Pour répondre peut-être au sujet de l'AFPA, ça dépend qui regarde. Si je suis cuisinier, je pense que j'apprends des choses, donc je me forme. Si je suis amateur de cuisine, peut-être que j'apprends pas, que je suis là juste par curiosité. Je pense que le public qui regarde nous dira peut-être un peu plus comment classer les choses. Liberté de l'apprenant. Effectivement, quand je m'inscris à un MOOC, et c'est moi qui prends la décision, personne ne la prend à ma place. Et Jacques, tu as raison, du coup ça change complètement la donne. Adieu prescription, on n'est pas malade, hein. Quand on se forme, on n'est pas malade. Adieu prescription. Et plus la personne va choisir et va prendre des risques et va faire des erreurs dans ses choix, etc., et plus elle va s'impliquer de manière qualitative. Et donc on a effectivement ces réponses. Alors, j'entends bien que la typologie que je vous propose, elle est soumise à critique, hein, et les critiques que vous faites, je les entends parfaitement, mais dans le temps qui m'était imparti sur ressources, MOOC et parcours de formation multimodale, j'ai fait un choix de vous présenter ce tableau hein, que vous allez pouvoir télécharger. Jacques, je me trompe pas, ce tableau est téléchargeable directement de la classe virtuelle? Alors, on peut le télécharger de la classe virtuelle, mais on va peut-être l'envoyer au site Communauting pour pouvoir le déposer pour qu'il soit effectivement réutilisable. Alors, attends, je vais quand même ajouter un partage de fichier. On va tout de suite essayer de le récupérer. Comment il s'appelle ton fichier, redis-moi? Je pense qu'il s'appelle ressources, MOOC et parcours FOAD, je crois. Écoute, on est d'accord que formation multimodale égale FOAD, FOAD égale formation multimodale, hein. C'est la même chose. Je le vois pas dans le répertoire partagé, c'est pas très grave, on va vous le mettre sur le site communautique, donc. Christophe le fera, Christophe l'a indiqué dans le chat. Alors, ce tableau, hein, c'est la même matrice que ce que je vous ai présenté, mais un peu plus complété, et avec des exemples, hein, on retrouve la ligne des MOOC. En québécois, on dit flow. Formation en ligne ouvert à tous, hein, c'est un tableau franco-normand québécois. Formation en ligne ouvert à tous, avec les MOOC culturels, les MOOC bonnes pratiques et les MOOC pédagogiques. Il y a les MOOC pédagogiques hein, avec Fun, les universités, les écoles d'ingénieurs, le CNAM, Open Classroom, l'école centrale de Lille, Celerny, l'AFPA, etc. Le CNFPT est en train de se lancer dans des MOOC, hein, on a plein de partenaires. Et puis à la droite, hein, on a aussi des MOOC dédiés formateurs. Moi, je serais responsable d'un organisme de formation. J'aurais tendance à inciter et à valoriser le fait que mes collègues puissent s'inscrire dans des MOOC. Je pense en particulier à des MOOC IFAN, hein, développés par nos collègues des DAFCO d'Auvergne, d'Aquitaine et de Franche-Comté, un MOOC remarquable. Il y a d'autres MOOC, hein, Hilaire au carré, fait par Christophe Battier et Marcel Lebrun. Il y a plein de MOOC sur la culture pratique, sur la culture numérique et les pratiques numériques qui sont extrêmement intéressantes. IFAN. Et puis moi, je me suis inscrit à
cette semaine à mon 6e MOOC, qui est le MOOC Wikimook. Apprendre à publier dans Wikipédia. Et j'ai déjà appris plein de choses. Voilà. Et donc, les MOOC sont transversales. Soit c'est des MOOC pour l'apprenant, soit ce sont des MOOC pour les formateurs. Et puis, entre les deux, il y a une colonne. Et cette colonne, ce sont les outils Web 2.0, ce sont les outils de communication. Tout cela sont gratuits. Et puis en dessous, il y a d'autres outils payants, puisque la dernière ligne, ce sont les outils payants, dont les classes virtuelles. Jacques peut le confirmer. Les outils de classe virtuelle ne sont pas gratuits, ils sont payants. Il y a une exception, mais mes collègues me disent que Big Blue Button n'est pas encore suffisamment stable pour être utilisé de manière fiable. Et donc voilà. Mais en tout cas, peut-être que pour finir, et avant de répondre à des questions que vous pourriez me poser en regardant ce tableau, je voudrais quand même insister sur un point, un contrepoint. C'est-à-dire que les ressources libres et gratuites, c'est bien, mais du coup, ça donne du poids à des ressources payantes de qualité. Je voudrais prendre 2 exemples. Je voudrais prendre l'exemple de Dahlia. Si je prends l'exemple de Dahlia, c'est pas par hasard, c'est que Dahlia est normande. Dahlia, c'est une plateforme pour les adultes en situation d'illettrisme qui a été développée à Rouen par Éducation et Formation. Et cette plateforme a été achetée par le réseau des chantiers écoles. Les chantiers écoles, leur dominante, c'est pas de faire de la formation, c'est de travailler sur l'insertion par l'activité. Et quand ils ont affaire à des adultes en situation d'illettrisme, ils n'avaient pas envie de recréer des ressources qu'ils ne savaient pas faire. Et le réseau national des chantiers écoles a acheté des ressources Dahlia, et en achetant des ressources Dahlia, met à sa disposition, dans la partie formation des activités chantier école, des ressources de haute qualité et qui rendent des services extrêmement intéressants. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est le réseau des APP. Le réseau des APP travaille sur la mise en auto-formation accompagnée. Et cette mise en auto-formation accompagnée résulte de différentes situations d'apprentissage que vous allez retrouver dans la présentation des formations multimodales. C'est-à-dire à la fois individuel et collectif, à la fois en ligne et en centre de ressources, à la fois formation et auto-formation, à la fois globale et locale, etc., etc. Et pour diversifier ces parcours, le réseau des APP a depuis 2 ans passé un accord avec Online Format Pro, et chaque atelier de pédagogie personnalisée en France et en Navarre a, de par cette convention liée entre l'APAP et Online Format Pro, accès à des ressources diversifiées, bureautique, comptabilité, mathématiques, français, remise à niveau, alphabétisation, sécurité, hygiène, etc., des ressources en ligne portées par la plateforme Online Format Pro de qualité. Ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, il est peut-être intéressant de réfléchir sur la place des ressources libres et gratuites, mais aussi la place et les conditions d'achat groupé de ressources payantes qui sont mises en ligne par des opérateurs comme Online Format Pro, comme Asimo, comme Voltaire, comme Orthodidacte, comme Action FOAD de Stratis, qui me paraît être aussi une réponse extrêmement intéressante. Sans parler après des opérateurs comme Eni, Tell Me More, Cross Knowledge, etc., etc. Voilà, donc il est 13h52. Je propose de m'arrêter là, éventuellement de répondre à des questions. Une question, si tu veux, une question qui est presque aussi un témoignage. Tout ce que tu es en train de montrer, c'est un peu théorisé dans le courant du connectivisme. Et dans les MOOC qui sont apparus ces derniers temps, il y en a un qui a été ouvert il y a 15 jours par Stephen Downes, qui est orienté LPSS. Alors qu'est-ce qu'il appelle LPSS? C'est Learning Performance Support System. C'est-à-dire en fait ce courant dont on parle quelquefois avec Marcel, que vous allez bientôt rencontrer en Normandie. Je trouve que c'est une bonne idée. LPSS, Learning Personal Support System. Et l'idée, c'est d'avoir des outils pour apprendre soi-même. C'est les environnements personnels d'apprentissage. Et il y a une question autour de ça qui est derrière ça. Je veux savoir ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu penses Oui, c'est ça, voilà, si tu veux, EPA. Et l'idée, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque là-dedans? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à regarder aussi et à faire une veille sur ce qui pourrait se développer autour de ces environnements personnels d'apprentissage? Alors, je crois que le concept d'environnement personnel d'apprentissage est un concept clé et un concept opérationnel.
Avant, nous, on travaillait sur le développement des connaissances et des compétences. C'était le métier des formateurs. Aujourd'hui, on continue à travailler sur connaissances et compétences, mais on travaille de plus en plus sur le apprendre à apprendre, sur le lifelong learning. De telle manière que les adultes qui passent par des formations formelles puissent continuer à apprendre de manière informelle. Et pour cela, il faut qu'ils aient leur environnement personnel d'apprentissage. Pour apprendre à apprendre, aujourd'hui très clairement, il faut être à l'aise sur la mobilisation de quelques outils numériques pour mieux apprendre. Et donc, si le LPSS rentre dans cette logique-là, je ne connais pas, mais je vais apprendre. Hein. On apprend tout au long de sa vie Bah, je te en haut raconterai. et en basse Normandie. Oui, je pense que, alors, j'ai pas eu le temps de, mais parmi toutes les ressources qui renforcent le apprendre à apprendre ont une place particulière. Et je pense en particulier à quelque chose qui est extrêmement important qu'on est en train de vivre, hein, c'est la certification CLEA qui nous donne du sens à ce que tu viens de dire, Explique un peu, Jacques. parce que je pense que c'est pas très connu, Claire. Hein. Alors CLEA, c'est la première certification professionnelle portée par l'ensemble des partenaires sociaux, je dis bien de tous les partenaires sociaux, de toutes les branches, sur tous les territoires, avec la volonté des partenaires sociaux et de la puissance publique de privilégier enfin, les adultes les moins qualifiés. Et donc, la réforme de la formation professionnelle consiste à réfléchir des crédits pour former les adultes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les adultes peu qualifiés. Des adultes compétents, mais peu qualifiés. Et la première marche de cette qualification, c'est le CLEA. Et le CLEA est porté par différents réseaux nationaux. Alors, j'espère que j'ai oublié personne, mais je pense en particulier au réseau des Greta, au réseau de l'UROF, au réseau 2A2C, au réseau des APP, au réseau de l'AFPA et au réseau de l'INFREP. Voilà, ce sont des réseaux qui sont labellisés au niveau national pour évaluer et former sur le CLEA. Et dans cette logique CLEA, la mobilisation des ressources, entre autres des ressources apprendre à apprendre, va être un vrai enjeu. Est-ce que je suis clair? Je me retourne vers le chat. Oui, on va essayer de prendre peut-être une ou deux questions si nos intervenants en ont, participants. Alors, je crois que la discussion aussi sur le CLEA, c'est est-ce que le CLEA utilisera ou pas des ressources numériques? Il y a une... Bah, j'espère que oui. Hein. C'est pas un passage obligé, mais si le CLEA ne mobilise pas en partie le numérique, on passera à côté, me semble-t-il. Mais alors, bien sûr, le CLEA c'est pas que du numérique, c'est pas que du distanciel, hein, c'est bien évidemment. Mais j'espère que dans le CLEA, on va aussi mobiliser ce type de ressources. Je ne vois pas la discussion là. Peut-être que Christophe est en train d'écrire, Cyril est en train d'écrire, donc on va leur laisser le temps de finir leur d'accord. phrase. D'accord. Alors, le temps qu'ils finissent leur phrase, moi je proposerais bien une deuxième webconférence en avril ou en mai, je ne sais pas, pour que les collègues puissent prendre la parole et commenter et ce tableau et leur propre tableau. Parce que là c'est une vision de type Jean van der Spelden, mais il y a certainement d'autres visions totalement intéressantes. Et le temps que les collègues prennent la parole à travers le chat, là est la plus-value. Hein. Les sites ressources, il y a des Perl Trees de ressources gratuites, il y a des annuaires de Serious Game, il y a des annuaires de MOOC. Là est la plus-value. Hein. Donc c'est cette case-là, à mon avis, la plus importante aujourd'hui. Alors, à la question de Christophe, là, est-ce qu'on a des exemples de parcours de formation créés avec des ressources formelles et des MOOC ou des autres ressources? Qu'est-ce que tu veux répondre? Alors, je m'attendais à cette question-là, et pour répondre à cette question-là, j'ai interpellé Joël Turpin. Joël Turpin, c'est Miss MOOC. Alors, je sais pas si certains, ça vous parle, mais elle est très active sur les MOOC et très active sur Twitter. Donc, elle s'appelle Miss MOOC, et elle fait un travail de veille remarquable. Les MOOC sont récents, très récents. Donc, la question de l'intégration des MOOC dans des parcours est toute neuve. Et donc, Jocelyne Turpin, pas Joël, Jocelyne Turpin, excusez-moi, me disait Jean, c'est trop tôt, on n'a pas encore de recul. Certainement que des OF ont intégré des MOOC, mais on n'a pas encore suffisamment de recul. Par contre, je pense que c'est une vraie question.
Pour répondre un peu à Christophe, dans la communauté communautique, il y a aussi des exemples à Alençon autour de Charles-Évard où il y a eu des parcours de formation qui ont été montés comme ça en rassemblant différents outils. Peut-être que ce serait marrant d'aller faire un petit reportage là-dessus. Une question de Cyril, la discrimination liée à la formation ne se déplace-t-elle pas vers la capacité à apprendre avec les MOOC? Alors, elle pourrait, c'est-à-dire que les MOOC c'est bien, mais les MOOC c'est pas la solution finale, entre guillemets. Donc les MOOC c'est une brique dans le paysage de la FOAD. Donc il faudrait pas que tout soit centré autour des MOOC. Donc les MOOC c'est un enrichissement, c'est une nouvelle possibilité. Mais je pense que par exemple des espaces publics numériques, des tiers-lieux, etc. pourraient être en résonance avec l'accompagnement dans des MOOC. Donc oui, mais ne tombons pas d'un excès à l'autre, me semble-t-il. Il est 14 heures. Jean, je te propose de conclure ce webinaire que bien sûr on va mettre en ligne et diffuser dans le réseau communautique. Eh ben, pour moi, c'était un plaisir de parler aux Normands de la Normandie. Hein, donc, j'espère avoir d'autres occasions. Et puis, j'ai pas eu le temps de parler de MiPlus, de Scoden, de l'Arifor, d'Epal et de TOT. Mais je pense que c'est d'abord dans cette direction-là qu'on pourra avoir des éléments de réponse sur comment et à quelles conditions intégrer des ressources libres, des MOOC, dans des parcours de formation multimodale. Merci Jean de cette contribution. À bientôt aux différents participants de communautique, à distance par ce communautique, par ce réseau des webinaires ou de vive voix dans les rendez-vous que Christophe a fixés au début de notre rendez-vous. Bonne journée, au revoir. Merci Jacques, merci à tous.